Avec la quantité incroyable de jeux de société qui sortent à chaque semaine sur la planète, je vous garantis que vous n'avez pas besoin de mettre la main sur toutes les nouveautés. Non, ce ne sont pas des Pokémon, ce sont seulement des boîtes de carton. Alors aujourd'hui, mon mandat sera de vous présenter 4 jeux plutôt récents et pour chacun, je devrais vous mentionner si vous devriez l'acheter les yeux fermés, l'essayer pour vous faire une idée ou si vous pouvez tout simplement l'ignorer. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série du nom de Achète-le, essaie-le, ignore-le. Une série bien populaire qui semble vous plaire puisqu'à chaque fois, beaucoup de visionnements, beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces vers le haut, beaucoup de partages sur les réseaux sociaux et ça, ce sont tous des indicateurs qui nous font savoir que vous appréciez ou qui nous font croire que vous appréciez nos vidéos. Alors, si vous êtes bien content de voir apparaître un nouvel épisode de cette série, sachez que vous pouvez le faire en le témoignant d'une de ces façons, en nous laissant un commentaire, un pouce sur le haut immédiatement, en vous abonnant à notre chaîne, en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur ce type de format, vous devez savoir que j'ai déjà publié plusieurs épisodes que vous pourrez retrouver dans la playlist qui se retrouve, je crois, sur le côté de l'écran. Je ne sais pas de quel côté. Fouillez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le principe de cette vidéo, c'est que je vous présente 4 jeux et pour chacun de ces titres, je devrais me prononcer, je devrais vous donner une recommandation à savoir si c'est un jeu que vous devriez acheter les yeux fermés, que vous devriez vraiment essayer avant de vous faire votre propre idée ou que vous pouvez tout simplement ignorer et passer à un prochain appel. Le but de cette vidéo, mon mandat, n'est pas de vous forcer à acheter les jeux que j'apprécie, les jeux que j'aime, n'est pas non plus de mettre de l'avant un titre plus qu'un autre. Non, j'essaie d'avoir une approche la plus objective possible. Évidemment, mes avis sont teintés par mes goûts, mes préférences, mais j'essaie de me mettre dans la peau du consommateur moyen, j'essaie de me mettre dans le contexte où il y a des tonnes et des tonnes, des milliers de jeux qui sortent à chaque année, que dis-je, à chaque mois. Alors, dans ce paysage ludique inondé de nouveautés et de jeux, je crois qu'il est important de s'arrêter et de consommer intelligemment. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a probablement plusieurs jeux nouvellement disponibles qui peuvent être remplacés par un jeu encore meilleur, qui est peut-être plus ancien ou peut-être que vous possédez déjà dans votre ludothèque. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter donc 4 titres et de vous donner mon avis à savoir si c'est un jeu qui a sa place encore en 2024 ou non. Mais au final, vous faites bien ce que vous voulez, c'est ça le plus important. Et en tout temps, vous pouvez me laisser des commentaires pour dire « Hey JP, ce que tu dis là, c'est n'importe quoi, je ne suis pas d'accord avec toi. » ou au contraire, appuyer mes dires. Sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et on commence notre dissection d'aujourd'hui. Commençons avec le premier titre d'aujourd'hui, Humanity. Humanity, c'est un jeu de placement de tuiles et d'ouvriers pour 2 à 4 joueurs. Non, pas de version solo dans ce jeu. Et oui, ça existe encore des jeux en 2024 qui n'ont pas de mode solo officiellement à leur sortie. C'en est un. D'environ 90 minutes par partie, quoique je pense que les parties peuvent peut-être varier un peu là, en fonction du nombre de joueurs. Je peux imaginer des parties un peu plus courtes que 90 minutes et dans lesquelles les joueurs incarnent des astronautes qui doivent construire une base lunaire sur Titan. Dans Humanity, on a essentiellement seulement 3 actions. Activer les modules de sa base, principalement pour générer des ressources, construire des nouveaux modules pour se donner accès à de meilleures ressources, récupérer des avantages ou récupérer carrément des points de victoire et construire des laboratoires pour marquer encore une fois des points, développer son savoir scientifique et récupérer d'importants bonus. La twist dans Humanity, c'est qu'on va souvent devoir envoyer nos astronautes hors de notre base et quand on fait ça, ça peut être long avant de pouvoir les récupérer. Le plateau central possède une partie rotative, comme une espèce de rondelle, qui tourne à chaque tour d'un différent nombre d'emplacements selon les tuiles qui ont été récupérées et on ne récupère nos astronautes que lorsque ce bras mécanique dépasse nos astronautes lors de son déplacement. Je ne sais pas si c'est très clair. Autrement dit,
plus on va placer nos astronautes loin dans l'espèce de progression de cette partie rotative, plus ça va être long avant de les récupérer. Donc, s'il y a une tuile qui m'intéresse vraiment, mais qui est au bout de la piste rotative, ça peut prendre une éternité avant de récupérer mes astronautes, mais peut-être que cette tuile en vaut la peine. Et le contraire est vrai également. S'il y a une tuile moins intéressante, mais qui est tout près, ben peut-être que je vais pouvoir bénéficier de cette tuile et récupérer mes astronautes plus rapidement. Donc, il y a toute cette gestion-là à garder en tête. Je vais donc qualifier Humanity de jeu à ignorer. Ouais, honnêtement, c'est pas très bon, Humanity. Oh là là, arrêtez avec vos lancers de tomates. Non, non, je les évite comme ça, à gauche et à droite. OK, laissez-moi m'expliquer. Côté composante, c'est magnifique. La qualité est au rendez-vous, c'est vraiment génial, les tuiles sont épaisses, tout ça. Le livret de règles, écoutez, Sylvain va me le rappeler à quel point, oui, tu dis que le jeu n'est pas bon, mais as-tu déjà vu un livret de règles dans un livre avec une couverture rigide? Si tu es rendu à me vendre le livret de règles pour me convaincre que le jeu est bon, tu m'as convaincu que le jeu est pourri. Alors oui, le livret de règles est vraiment génial, avec une partie des règles, mais aussi une partie thématique, une histoire qui est là dans une espèce de livre d'album qui s'expose. Vraiment génial, c'est super, mais bon, ça reste de la qualité de matériel. Mais d'un autre côté, on a aussi les boîtiers inclus dans la boîte pour le rangement qui sont tellement fragiles. Je vous garantis qu'ils vont déchirer après quelques parties, c'est certain. Oui, la twist de devoir attendre avant de récupérer nos ouvriers est cool, c'est super, bien que ce soit carrément le même principe que dans certains jeux comme Tokaido ou Glenmore 2. Mais au final, le jeu donne le même sentiment que n'importe quel jeu où on génère des ressources pour ensuite les dépenser et placer des tuiles pour faire des points. Malgré ces petits mécanismes de jeu, ces petits twists originales-là, ça me donne le même feeling que n'importe quel jeu de gestion. Et en plus d'avoir un jeu pas très original, on a un jeu avec une durée de vie très limitée parce qu'on utilise presque toutes les composantes de jeu dans une partie, sauf les tuiles objectifs. Mais c'est peu dire. Alors, c'est très, très répétitif d'une partie à l'autre. Donc, ouais, ben, je pense que vous pouvez carrément ignorer Humanity sans trop de regrets. Suite à ce flop, on continue avec Match of the Century. Ici, on est sur un jeu d'affrontement pour 2 joueurs seulement, d'environ 40 minutes, où les joueurs vont devoir recréer le championnat du monde d'échecs de 1972 opposant l'Américain Bobby Fischer au champion russe Boris Spassky, champion d'échecs. Concrètement, dans ce jeu, les joueurs vont alterner les manches de jeu jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à gagner 6 parties d'échecs. Pour ça, chaque joueur récupère un deck de cartes doublement asymétrique. Premièrement, les cartes sont divisées en pièces blanches et en pièces noires. Donc, une moitié d'une carte a les pièces blanches, l'autre moitié les pièces noires, qu'ils devront utiliser en fonction de la couleur qu'ils jouent pour la partie en cours. Donc, une partie, on va jouer avec les pièces blanches et l'autre partie avec les pièces noires. On va donc retourner notre paquet de cartes comme ça. Évidemment, les effets et les bonus, les points ne seront pas les mêmes. Et en plus de cette simple asymétrie, chaque pièce a des effets uniques d'un joueur à l'autre. Donc, des cartes doublement asymétriques. Côté gameplay, le joueur actif va simplement jouer une carte dans une des 4 sections du plateau et son adversaire devra ensuite également jouer une carte dans la même section. On va donc avoir un échange dans cette section. Chaque pièce ajoutée à l'échiquier possède une puissance variant de 0 à 5 qu'il est possible de modifier grâce à des pions. Donc, on va pouvoir bonifier la valeur de nos pièces de plus 1 pour chaque pion qui sont ajoutés.
Le joueur avec la pièce la plus forte gagne simplement l'avantage et les avancements liés à cette section. Donc, selon les sections, on peut avancer beaucoup, on peut gagner beaucoup d'avance ou pas beaucoup, et on peut avoir de gros avantages, de gros bonus ou non. La twist, c'est que c'est le perdant de l'échange qui pourra, en compensation, activer le pouvoir lié à la carte qu'il a mise en jeu. Le gagnant de l'échange gagne l'avancement et les bonus. Le perdant active le pouvoir de sa carte. Une fois qu'un joueur a accumulé assez d'avancement, assez d'avance dans une manche, il remporte un point. Il vient de remporter la partie. Mais pas la partie complète, pas le tournoi, vraiment juste une partie d'échecs. Le premier joueur à atteindre 6 points, donc à gagner 6 parties, gagne. Je vais donc qualifier Match of the Century de jeu à essayer. Honnêtement là, si ça ne tiendrait qu'à moi, je vous dirais, allez l'acheter, c'est un must, c'est vraiment, vraiment génial. Mais honnêtement, c'est vrai que c'est super bon comme jeu, en plus d'être très original, mais je peux comprendre pourquoi quelqu'un ne serait pas spécialement excité de l'essayer, attiré de l'essayer plutôt, ou pourquoi quelqu'un pourrait être rebuté parce que c'est un jeu sur les échecs. Ça peut sembler assez ennuyant, un peu comme quand on essaie de convaincre quelqu'un qu'une partie de patchwork à faire des courtes pointes, ça va être excitant et mouvementé. Bon, je peux comprendre que c'est pas très excitant, mais je vous recommande fortement de l'essayer pour voir si vous pouvez surmonter ce petit détail ou la thématique. Moi, je connaissais un peu l'histoire autour de ce tournoi et c'est quelque chose qui m'intéressait. Je me suis surpris à aller fouiller pour trouver des informations supplémentaires. Et si la thématique des échecs ne vous intéresse pas, parce que c'est un jeu vraiment génial avec de la stratégie, je vous encourage quand même à l'essayer. Juste pour vous faire une idée, parce que c'est un jeu vraiment unique, avec de la planification, de la stratégie, comme je le disais, il y a même du bluff. C'est vraiment un bon jeu méta sur les échecs. Parfois, on veut perdre un échange. Le positionnement est important. Parfois, on veut forcer l'adversaire à remporter un échange. Certains échanges sont cruciaux. Parfois, c'est même avantageux de capituler, de donner carrément le point à notre adversaire pour mieux se préparer pour la prochaine partie. Vraiment, vraiment cool dans la catégorie des jeux pour 2 joueurs. Ça a été une grosse surprise pour moi. Je vous encourage à l'essayer. On enchaîne cette fois-ci avec Apiary. On est cette fois sur du 1 à 5 joueurs. Enfin, des modes solo. Hein? On aime ça, les joueurs solo, nous, jouer tout seul. Alors, sachez qu'on a un mode solo ici dans Apiary. Des parties d'environ 60 à 90 minutes, un jeu de placement d'ouvriers avec un peu de placement de tuiles. Et dans ce jeu, on a une thématique assez particulière. Les joueurs incarnent des espèces d'abeilles super évoluées du futur qui peuvent maintenant voyager à travers le temps et l'espace. Thématique plutôt hors de l'ordinaire, j'en conviens. Côté gameplay, on est sur du placement d'ouvriers plutôt standard, mais avec une petite twist encore une fois. Premièrement, il n'y a pas de blocage entre les joueurs. C'est-à-dire que même si l'ouvrier d'un adversaire se retrouve sur un emplacement, je peux retirer son ouvrier du plateau et y placer le mien à la place. Parfois, on va même bénéficier du placement de l'ouvrier d'un autre joueur. Toutefois, à chaque fois qu'un ouvrier est expulsé du plateau, peu importe de la façon qu'il est expulsé du plateau, celui-ci monte d'un niveau. Tous les ouvriers peuvent avoir un niveau de 1 à 4. Plus les ouvriers ont un niveau élevé, plus les joueurs ont de la flexibilité pour résoudre leurs actions. Les ouvriers du niveau 4 ont accès à des actions plus puissantes, en plus de débloquer des bonus sur tous les lieux d'activation. Par contre, lorsqu'un ouvrier de niveau 4 est expulsé du plateau, il entre en hibernation. Donc le joueur perd cet ouvrier et devra résoudre une action particulière pour aller en recruter un nouveau qui habituellement va recommencer au bas de l'échelle au niveau
1, mais pourra en contrepartie placer un jeton d'hibernation pour récupérer des bonus et potentiellement des points en fin de partie. Ceci étant dit, je vais qualifier Apiary de jeu à ignorer. Et oui, oh là là, maintenant on passe au jus de tomate, là, tellement les tomates ont déjà été lancées tantôt sur moi, là, les gens les récupèrent à terre, continuez de me les lancer, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Alors comprenez-moi bien. Apiary est un bon jeu fonctionnel. On va dire ça ainsi, c'est un bon jeu fonctionnel qui est agréable. J'ai joué quand même plusieurs parties. J'ai eu du plaisir en solitaire aussi, en y jouant. Mais il n'y a absolument rien de vraiment unique. En fait, je pourrais juste enlever le mot vraiment. Il n'y a rien d'unique. Il n'y a rien d'appréciable. Il n'y a pas de plus-value qui le distingue des autres jeux de placement d'ouvriers du même style. Selon moi, il pourrait être facilement remplacé par n'importe quel jeu de placement d'ouvriers tellement il est banal, outre sa thématique. Je trouve que le jeu emprunte plusieurs bonnes idées de Tzolk'in et de Teotihuacan, mais en énormément très moins bon. OK? Après 2 parties de Apiary, et j'en ai fait, je crois, au total 4, mais après 2 parties de Apiary, je jugeais que j'étais prêt à passer à un nouvel appel et j'avais plus nécessairement envie de découvrir le jeu, mais je crois que j'ai fait 2 parties en solo et 2 parties, oui c'est ça, 2 parties à 3 joueurs et j'avais plus envie d'y jouer, là. J'avais envie de jouer à un autre jeu de placement d'ouvriers qui m'offre quelque chose d'un peu original, un tant soit peu original. Le jeu ne propose pas vraiment une longévité suffisante non plus pour que je puisse le recommander, donc on peut l'ignorer et passer au suivant. On termine cette vidéo avec Arceus. OK, et cette fois-ci, on s'en va dans un style pas mal différent des autres jeux mentionnés aujourd'hui. On est sur du 1 à 5 joueurs, possible d'y jouer en solo, c'est ce que j'ai fait. J'ai joué 7 parties en solo. Donc, les parties durent environ 60 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 90 minutes, disons-le ainsi, là, avec la réflexion, l'étude des possibilités. 90 minutes, disons, maximum par partie. On est ici sur un jeu coopératif qui se joue sous forme de campagne Legacy. C'est-à-dire que les événements et les choix des joueurs auront un impact sur les prochaines parties. Impact qui sera définitif, qui sera non... il n'y aura pas de retour en arrière possible. On va en parler dans quelques instants, mais c'est un jeu où est-ce qu'on va apposer des autocollants, où est-ce qu'on va barbouiller ou noter certaines choses dans un cahier avec un crayon marqueur. Donc, vous devez savoir ça d'entrée de jeu. On est ici sur un jeu d'exploration et de sélection d'actions très léger, avec une thématique qui n'est pas sans nous rappeler les films d'Indiana Jones. Alors, beaucoup d'exploration dans une thématique d'Égypte, avec des tombeaux à explorer, des mystères, des artefacts, plein de choses. Des momies aussi. Oups! Alors, côté gameplay, c'est vraiment simple. Les joueurs peuvent se déplacer, soutenir un autre joueur, combattre des ennemis, et interagir avec leur environnement. Ce sont essentiellement les 4 actions principales et leur résolution se fait souvent grâce à des lancers de dés. À chaque tour, les joueurs peuvent résoudre 2 de ces actions. Chaque scénario peut se terminer avec une fin positive parce que oui, il y a 7 scénarios, j'en reparlerai dans quelques instants. Donc, chaque scénario peut se terminer avec une fin soit positive ou négative qui débloquera des composantes différentes pour la prochaine partie. Les joueurs récupèrent également des points d'expérience pour débloquer de nouvelles compétences et des pièces d'or pour améliorer leur campement pour faire des achats. On aura donc des autocollants, comme je le disais, à apposer et des cases à cocher
en cours de partie et surtout à la fin de chaque partie pour marquer notre progression. Bon, maintenant, je vais me préparer à éviter vos lancers de tomates parce que je vais qualifier encore une fois Arceus de jeu à ignorer. Et oui, je vais là aujourd'hui, 3 jeux à ignorer, un jeu à essayer. Premièrement, vous devez savoir que Arceus est très simple et pas très stratégique et plutôt basé sur le hasard. Donc, si vous voulez un jeu à jouer là, en gamer, un dungeon crawl avec de l'exploration, des choix déchirants, à faire de la stratégie. OK, toi, tu vas entrer dans la pièce. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller là-bas. Et quand le monstre va s'approcher... Non, c'est vraiment pas Arceus, d'accord? Vous allez probablement davantage vouloir y jouer avec vos enfants de 10 à 12 ans, peut-être plus. En fait, c'est difficile pour moi, de façon générale, de recommander l'achat d'un jeu Legacy si celui-ci n'est pas exceptionnel ou s'il ne propose pas une rejouabilité intéressante après la campagne. Et ça, c'est peu importe ce que je pense des jeux Legacy en général. Je crois que si on est pour faire l'achat de jeux Legacy, on doit avoir un des deux. Une expérience exceptionnelle ou bien, bon, l'idéal c'est d'avoir les deux, ou bien une rejouabilité intéressante une fois que la campagne est terminée. Et dans le cas de Arceus, je trouve la rejouabilité post-campagne plutôt sans intérêt. Surtout considérant que la campagne totalise uniquement 7 parties, si on ne compte pas le tutoriel. Et côté gameplay, on est sur du très OK game, tout au plus. Sans parler de l'espace de rangement qui est complètement chaotique dans la boîte. On veut récupérer une figurine pour la mettre sur le jeu, un monstre. Il faut vider la boîte au complet. C'est ridicule, c'est ridicule. La boîte est immense. Il faut avoir tout le contenu de la boîte. Or, pour aller atteindre les figurines, non, c'est vraiment pas agréable. Et du fait qu'il aurait été possible, selon moi, assez facilement de proposer la même expérience sans avoir besoin de modifier de façon permanente le jeu avec des autocollants, ce qui limite grandement la possibilité de revente une fois que le jeu a été terminé. Et selon moi, si on est pour ajouter l'aspect legacy avec des autocollants, avec des notes à prendre dans un cahier, à cocher ou barrer des choses, il faut que ce soit crucial. Il faut qu'on ait l'impression de faire un choix et de ne plus avoir la possibilité de revenir en arrière. Dans Arceus, c'est comme « Oh, on a réussi le scénario, super, qu'est-ce qu'on débloque? » Une tente qui nous donne $1 maintenant à la fin de chaque partie. OK, donnez-moi une feuille où je vais le noter. Pourquoi j'ai besoin d'apposer un autocollant dans le livret de règles avec cocher des trucs dans mon... Non, c'est forcer la main à l'aspect Legacy. J'aime pas ça. Si vous cherchez un jeu Legacy à jouer en famille avec une longévité plus intéressante, vous seriez nettement mieux, selon moi, de vous tourner vers le hit de l'heure, Les Aventuriers du Rail Legacy, Clank Legacy également, si vous êtes prêt à vous lancer dans quand même pas mal de lectures, ou My Island, qui est vraiment génial, selon moi, qui a une bonne longévité et des parties courtes. Alors, pour ce qui est de Arceus, je crois qu'on peut tourner la page. Alors, voilà ce qui met un terme à cette vidéo plutôt douloureuse, hein, n'est-ce pas? J'espère ne pas avoir brisé trop de rêves, j'espère ne pas avoir froissé trop de gens. Si c'est le cas, écoutez, écrivez-moi-le dans les commentaires, mais... honnêtement, avec la quantité de jeux auxquels j'ai joué, je crois que je vous garantis que j'assume mes choix. Je crois franchement que Humanity, Apiary et Arceus, aujourd'hui en 2024, peuvent être ignorés et facilement remplacés par quelque chose d'autre. Et Match of the Century mérite vraiment un peu d'attention, un peu d'amour, mérite que vous l'essayiez au moins. De mon côté,
c'est le seul jeu dans les 4 que je vous ai présentés aujourd'hui qui restera dans ma ludothèque. En terminant, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié le format de cette vidéo, peu importe mes avis, si vous aimez ce genre de vidéo, laissez-moi le savoir. Vous pouvez me le laisser savoir en me laissant un commentaire également, en partageant notre vidéo sur les réseaux sociaux, en vous abonnant à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors moi, je termine en vous disant un grand merci pour votre écoute. Comme d'habitude, ça fait toujours chaud au cœur de voir les gens qui nous écoutent comme ça aussi assidûment. Et je vous dis à la prochaine. 1, 2